Bonjour. Je m'appelle Franck Carpentier, j'ai 26 ans et je fais un doctorat en droit public sous la direction du professeur Fombostier. Je travaille sur le principe de publicité de la justice, donc pas qu'en droit public mais devant toutes les juridictions. Le sujet de ma thèse, c'est donc de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on nous dit que le principe de publicité de la justice est un principe qui garantit une société dite démocratique. Quelles sont les limites de ce principe et est-ce que dans tous les cas, forcément, une justice rendue en public est synonyme d'une démocratie. J'ai fait mes études donc en grande partie à la faculté Jean Monnet. J'ai commencé ici en 2008. J'ai fait ma licence en intégrant la classe préparatoire donc du lycée Marie Curie et j'ai fait une licence de droit public. Après cette licence, j'ai arrêté mes études de droit parce que j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de voir autre chose. Et j'ai fait de la sociologie et de l'anthropologie à Paris 1 pendant un an, spécialisation dans les pays en voie de développement. Et après ça, le droit me manquait, parce que oui, ça peut manquer. Et j'ai intégré Assas pour faire un M2 en droit du travail et en gestion des ressources humaines qui était en apprentissage, donc rien à voir avec la recherche, mais je voulais voir ce que c'était vraiment l'entreprise sur le long terme. Ça ne m'a pas plu. Et j'ai décidé de me réorienter vraiment dans la recherche. J'ai fait un second M2 donc à Jean Monnet. Ce M2, je l'ai fait en droit privé et carrière judiciaire, spécialité droit et histoire de l'Église. Et en parallèle, j'ai fait un DU d'histoire du droit public. Et enfin, j'ai fait un troisième M2, toujours à Sceaux, en droit public approfondi. Et après ce M2-là, j'ai donc décidé de commencer un doctorat. Et en parallèle, donc pendant ces années de master, j'étais chargé de TD, ce qui m'a donné vraiment envie d'enseigner et de faire de la recherche. Quand on fait une thèse, on est un bébé chercheur. On a plus ou moins le statut de chercheur de manière officielle, et en tout cas, c'est notre premier véritable travail de recherche. Mais quand on dit qu'on est chercheur, on pense tout de suite à un chercheur en médecine qui va peut-être trouver un nouveau vaccin, à un chercheur en physique. Je pense à certains de mes amis qui, pendant leur thèse, ont développé des nouveaux types de câbles. Je ne pourrais pas exactement expliquer comment ça marche, mais qui permettent de transmettre l'information plus vite. Et du coup, leur thèse a une application concrète directement. Une thèse en droit, surtout moi en droit public, où dans ma thèse, je vais travailler sur pourquoi est-ce que tel procès est rendu en public, comment est-ce qu'on représente les procès dans les pièces de théâtre, etc. On va pouvoir me dire, mais c'est un peu loin de la réalité concrète. Tu es un chercheur, mais enfin, tu cherches surtout pour t'amuser. Donc c'est une critique que j'entends. Effectivement, le chercheur en droit, en tout cas quand il fait une thèse, il ne va pas produire un document qui va avoir une utilité forcément concrète, immédiate. La thèse d'un chercheur en droit, c'est plutôt une thèse qui va nous donner une carte de visite. Avec ce diplôme et avec ce qu'on a produit, on a une légitimité qui va nous permettre par la suite de produire une réflexion de qualité, une réflexion qui va être entendue. Donc effectivement, être chercheur quand on est doctorant, c'est être un chercheur à retardement, si on peut dire, parce que notre thèse n'aura pas de concrétisation dans l'absolu, en tout cas dans mon domaine. Peut-être qu'en propriété intellectuelle ou en droit des créations numériques, il y aura des éléments à tirer. Mais moi, en théorie de l'État, en tout cas, non. Mais par contre, cette activité de recherche qui me forme va me donner une légitimité à terme, en tout cas je le souhaite, si ma thèse est de qualité, pour ensuite pouvoir peser, par exemple dans le débat public. On sait que les professeurs d'université peuvent être sollicités par des gouvernements, par des cabinets, etc. pour donner un point de vue d'expert. Je pense par exemple, encore une fois, à mon directeur de thèse, qui est un spécialiste de droit de l'environnement et qui peut, sur certains sujets, consulter pour donner un point de vue, donc mon directeur de thèse qui est le professeur Fombostier, et donner un point de vue d'expert. Donc voilà, je pense que c'est ça la différence entre un chercheur en sciences dures et un chercheur en tout cas en sciences humaines et surtout en droit. Notre thèse ne va pas faire changer les choses de manière immédiate, mais on se crée en tout cas une légitimité qui va nous permettre après, je pense, effectivement d'être un expert en devenir dans certains domaines, et cette expertise pourra être mobilisée par la suite par les acteurs qui en ont besoin. Le doctorat est considéré comme la poursuite d'un Master 2, notamment un Master 2 recherche. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir fait un Master 2 recherche pour poursuivre en doctorat, et des titulaires d'un Master 2 professionnel peuvent parfaitement poursuivre en thèse. Ça, c'est le premier point à savoir. Ensuite, pour accéder à un doctorat, il n'y a pas a priori de sélection sur les notes, comme ça pourrait être le cas par exemple pour un étudiant de Master 1 qui souhaite postuler dans un Master 2 dit très sélectif où on sait que le dossier est absolument essentiel. Il faut avoir une très bonne moyenne, faire des choix de matières stratégiques, etc.
Une inscription au doctorat, elle ne se fait pas de manière systématique dès la fin de l'obtention du M2. Il va être possible de s'inscrire 6 mois plus tard, 1 an plus tard, sans qu'il n'y ait d'examen strict d'entrée, c'est-à-dire que pour faire une thèse, il faut obtenir l'accord d'un directeur qui va accepter de diriger vos recherches pendant 3 ans, ainsi que l'accord de l'école doctorale qui va estimer en accord avec le directeur qui accepte de vous suivre que votre sujet est pertinent et que vous pouvez le mener à bien. Donc a priori, j'ai envie de dire n'importe qui peut aller en doctorat à la condition d'avoir un directeur qui va estimer que sa proposition et sa capacité à mener cette recherche est réaliste. Après, ça c'est l'inscription en doctorat pour une inscription générale. Mais le problème du doctorat, c'est que ce sont des études longues. On dit qu'un doctorat dure 3 ans, c'est pas forcément vrai, loin de là. Surtout en sciences humaines, on est plutôt sur des thèses qui durent 4, 5, 6 ans. En tout cas, en droit, c'est pas rare que le doctorat dure 4 ou 5 ans, voire plus. Donc ça, sur la durée, les choses sont variables. En sciences dures, on sera plutôt sur du 3 ans, 3 ans et demi. En sciences humaines, le temps est beaucoup plus long. Ce temps est d'autant plus long que le financement d'un doctorat donc, est complètement variable. Je vous ai dit que l'entrée en doctorat n'était pas sélective. Effectivement, en revanche, il y a une extrême sélection sur la possibilité de voir ces recherches être financées. Et dans ce cas-là, il faut un parcours qui est beaucoup plus balisé. Il y a un parcours classique, presque on pourrait dire, c'est un master de recherche avec des notes absolument excellentes ou irréprochables pour pouvoir candidater à un concours qui se tient pour la faculté chaque année vers le mois de juin, donc mi-juin, fin juin, début juillet, je ne connais pas les dates exactement. Et ce concours donc, vous met en compétition devant un jury avec tous les candidats qui souhaitent obtenir un contrat doctoral. L'année où je me suis inscrit, où j'ai voulu m'inscrire en thèse et obtenir un contrat doctoral, nous étions peut-être une quinzaine de candidats, voire 20, je ne sais pas exactement, pour 2 contrats. Donc il y a de la concurrence. Et là, effectivement, par contre, si l'inscription au doctorat n'est pas forcément sélective, la possibilité d'obtenir un financement pour ces recherches est-elle en revanche très sélective. Et c'est là toute la différence. Et il faudra être d'autant meilleur pendant votre Master 2, voire même votre Master 1 ou votre licence, que vous souhaitez obtenir ce contrat doctoral, qui va vous permettre de réaliser une thèse dans de meilleures conditions, parce que vous n'aurez pas à vous soucier de gagner votre vie. Vous serez financé tous les mois pour faire exclusivement de la recherche et une part d'enseignement. Donc, pour résumer, je dirais que a priori, une inscription au doctorat n'est pas sélective dans le sens où il suffit d'obtenir l'accord d'un directeur qui s'engage à vous suivre ainsi que de l'école doctorale qui valide votre sujet. Elle devient en revanche extrêmement sélective si vous souhaitez voir cette recherche être financée par un contrat doctoral. Ça rapporte oui et non, non pas tant que ça. Donc plusieurs modalités de financement de la thèse. La voie la plus simple, entre guillemets, celle dans laquelle on bénéficie d'un contrat doctoral. Donc le contrat doctoral est un contrat de travail qu'on signe pour une durée de 3 ans. Et au cours de ces 3 ans, donc on s'engage de manière contractuelle, mais aussi de manière morale, à tout mettre en œuvre pour finir notre thèse dans les 3 ans. Et pendant ces 3 ans, on est rémunéré. Il y a 2 rémunérations en contrat doctoral selon qu'on donne des TD ou que l'on ait une activité de recherche scientifique à côté ou que l'on n'en donne pas. En règle générale, les doctorants vont passer la première année de contrat doctoral à ne pas donner de TD pour se concentrer uniquement sur leur thèse et l'avancer le plus possible. Je n'ai plus le salaire exact en tête, mais on est aux alentours, je pense, de 1 200 € net par mois, quelque chose comme ça. Et il va être possible, à partir de la seconde année, de donner des TD. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une possibilité. On peut refuser de donner des TD tout au long de son contrat doctoral, ou on peut demander à en donner dès la première année. Dans ce cas-là, on doit donner l'équivalent d'environ 120 heures de travaux dirigés par an. Oui, c'est ça, 2 groupes par semestre. 2 groupes par semestre, donc c'est ça, 120 heures par an environ de travaux dirigés. Et là, notre rémunération est un tout petit peu supérieure à 1 600 € net par mois. Moi, c'est ce que je gagne, 1 600 € net par mois pour mener notre thèse à bien et donc donner nos TD, faire notre surveillance et corriger nos TD. Et dans ce cas-là, lorsqu'on est en contrat doctoral, on a une interdiction de travailler pour n'importe quel autre employeur afin de pouvoir se dédier exclusivement à sa thèse. Donc voilà, c'est un contrat qui est très intéressant pour mettre un pas dans la vie active et en même temps donc, pouvoir être financé dans le cadre de ces recherches. Et pour ceux qui ne sont pas financés par la voie du contrat doctoral, il existe donc un contrat particulier dont je vais évacuer maintenant qui est le CIFRE. Le CIFRE est une forme d'apprentissage en fait par laquelle il va donc y avoir un contrat tripartite qui va être signé entre une entreprise, un doctorant et une école doctorale. Et le doctorant, en concertation avec l'entreprise,
va mener ses recherches sur un sujet qui va intéresser l'employeur et qui pourra les utiliser. Donc il va travailler un certain nombre de jours dans la semaine en entreprise et le reste du temps, il va le consacrer à sa recherche qui sert l'entreprise. Il est donc un salarié de l'entreprise et à ce titre bénéficie d'une expérience beaucoup plus professionnalisante pour ceux qui veulent mettre un pied dans l'entreprise que celle d'un contrat doctoral qui est une expérience professionnalisante certes, mais plus tournée vers la recherche. Donc ça, c'est le CIFRE et il s'y prête assez mal, je dirais, en droit, sauf peut-être dans certaines spécialités éventuellement, type droit des NTIC ou droit du travail, parce que essentiellement les entreprises vont chercher des doctorants en CIFRE sur des sciences dures, des doctorants en thermodynamique, en génie ou je ne sais quoi, alors que le doctorat en droit s'y prêtera un petit peu moins, en tout cas aura moins d'applications industrielles concrètes pour intéresser d'éventuels employeurs. En soi, c'est possible en droit, mais c'est beaucoup plus dur d'en trouver. Et dans ce cas-là, il faut que le sujet qu'offre l'entreprise vous plaise aussi. Enfin, beaucoup de doctorants n'ont pas de contrat doctoral et dans ce cas-là, pour se financer, ils vont pouvoir être la première année ou les 2 premières années même vacataires, c'est-à-dire donner des travaux dirigés en étant payés à la vacation pour chaque groupe. Donc lorsque j'étais vacataire, on gagnait 500 € net pour un semestre pour un groupe. Donc pour donner 15 heures de TD sur un groupe, corriger les copies, le surveiller, préparer nos cours, etc., c'est un tout petit peu moins de 500 € net par groupe. Donc vous voyez effectivement, il n'y a pas de quoi financer de manière intégrale des recherches, mais par contre, enseigner, surtout si on souhaite poursuivre une carrière universitaire, est toujours une très bonne chose et une très belle expérience. Et enfin, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être financés par contrat doctoral, à compter de leur 3e année de thèse, ils peuvent postuler pour être ce qu'on appelle ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Ils vont avoir alors une charge de cours beaucoup plus élevée, je ne sais plus exactement de combien elle est, mais ça doit être l'équivalent, je pense, de 2 jours pleins dans une semaine de travail. Donc ça fait beaucoup de cours à donner, beaucoup de TD, pour un salaire, je pense, qui est à peu près comparable à celui d'un contrat doctoral, voire un tout petit peu plus élevé, peut-être 1 700 € net par mois, quelque chose comme ça, donc ce qui ne reste pas très élevé non plus, mais une charge d'enseignement nettement supérieure. Donc voilà, c'est utilisé pour les doctorants en fin de thèse pour qu'ils puissent financer, voire ceux qui ont été docteurs mais qui ont besoin d'enseigner une année de plus, le temps éventuellement de postuler pour un poste de maître de conférence. Donc voilà les modalités de financement concrètes que l'on a en thèse. Et beaucoup de thésards sont contraints, donc, surtout s'ils n'ont pas de contrat doctoral, de travailler à côté. Donc je pense à certains camarades de mon laboratoire qui travaillent donc parfois ici à l'administration, donc sur des temps pleins ou des temps partiels, pour pouvoir financer leur recherche, parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut déplorer, la recherche en France n'est pas assez valorisée. Même si nos laboratoires se donnent beaucoup de mal pour nous, il y a un problème de fond. Ce problème de fond fait qu'on ne peut pas financer en sciences humaines de la même manière qu'on finance en sciences dures, où là, on a beaucoup plus de contrats doctoraux qui sont attribués. Le quotidien d'un thésard, je pense qu'il va différer d'une personne à l'autre selon sa méthode de travail. Mais globalement, je pense qu'on a une obligation, en tout cas pour ceux qui sont chargés d'enseignement, c'est déjà d'enseigner chaque semaine et de préparer nos TD ainsi que de les corriger, ce qui prend, mine de rien, beaucoup de temps, parce que pour 1h30 de TD, il ne faut pas croire, on a presque une matinée, voire une journée de préparation à chaque fois, et autant de corrections, donc ça prend énormément de temps pour un thésard déjà d'enseigner, surtout si c'est la première année. Après, ça va dépendre de sa méthode de recherche, donc là je peux parler que pour moi. Moi je considère que si je veux mener ma thèse à bien en 3 ans, il faut que je sois sur un rythme que j'avais en étant en entreprise et surtout pas perdre le fil en se disant ça va, j'ai le temps, je peux me lever un peu plus tard, je bosserai demain, etc. Parce qu'avoir trop de liberté, nous on peut vraiment se perdre. Donc pour moi, c'est le lundi au vendredi, j'ai mon réveil à 7h30 et à 8h, je me pose à mon bureau et je travaille et je prends ma pause à midi jusqu'à 13h30 et je m'y remets jusqu'à 18h30, 19h, parfois plus parce que le problème aussi, c'est que, en tout cas pour moi, j'ai eu la chance de choisir et mon sujet de thèse et mon directeur, donc j'ai un sujet qui me passionne et je suis intégré dans une équipe qui est très dynamique, donc vu que c'est une passion, des fois c'est un peu rongeant et on va aussi y consacrer son week-end, son temps libre, mais c'est un peu le problème, on ne sait plus si c'est du temps libre ou du travail, mais en tout cas je pense que le quotidien d'un thésard qui veut être efficace, c'est vraiment de ne pas oublier que c'est un travail, en tout cas pour moi j'ai un contrat de travail et qu'il faut que je m'astreigne à des horaires qui sont ceux qu'on aurait vis-à-vis d'un employeur qui nous contrôlerait en nous faisant pointer en rentrant dans l'entreprise et en sortant. Après, l'avantage, c'est qu'on est quand même assez libre et qu'on a besoin de consulter des sources différentes. Donc moi, je trouve un certain plaisir à aller passer un certain nombre d'heures ou de jours par semaine à QGIAS, après de devoir aller à la Bibliothèque nationale de France, après de devoir aller aux archives nationales. Donc
ça fait quand même des respirations, même si c'est un travail qui est solitaire. On finit par rencontrer des gens qu'on retrouve dans le même coin des archives, c'est pas triste, ou dans le même coin de la bibliothèque. Donc ça, c'est un côté qui est assez plaisant, mine de rien. Après, ça peut être un travail très solitaire, mais ça ne doit pas être un travail de solitude. En tout cas, nous, c'est le point d'honneur que met M. Fombostier, notre directeur de thèse, à faire en sorte qu'on se retrouve entre thésards sous sa direction plusieurs fois dans l'année pour échanger, pour partager sur notre recherche, sur nos enseignements, mais aussi sur d'autres choses qui n'ont rien à voir, parce qu'à la différence d'un master ou d'une licence où on rencontre constamment de nouvelles personnes, en thèse, on rencontre plus personne, à part ses étudiants. Mes étudiants ne sont pas nos amis. Et dans ce cas-là, c'est très dur de faire de nouvelles rencontres. Et effectivement, dans ce cas-là, le fait d'avoir un directeur de thèse qui nous force à nous retrouver, c'est devenu une chose qui est très agréable. Et c'est d'autant plus nécessaire au final qu'on se rend compte, notamment pour moi qui ai eu l'expérience de l'entreprise, qu'on va voir nos amis évoluer très vite dans la carrière. Donc j'ai 26, voire 27 ans, donc 27, 28, 29 ans. Ils évoluent, ils progressent, ils ont des nouveaux postes. Et on pourrait être, dans des moments de déprime, tenté de croire qu'on stagne, parce que minimum 3 ans, mais plutôt 4 ou 5 ans, c'est long et c'est parfois difficile d'entendre tous les samedis soirs « alors, t'en es où dans ta thèse ? Ça avance ?» Donc ça, c'est toujours plus délicat à gérer. Donc effectivement, le quotidien d'un thésard peut être parfois en décalé et c'est important de pouvoir être bien entouré, d'avoir des amis ou des proches qui comprennent ce que l'on fait, parce que c'est toujours assez dur d'expliquer tous les week-ends « alors je fais une thèse, alors ça avance, tu soutiens bientôt ?» Donc non, ça c'est dur à gérer. Et les amis sont très importants et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la thèse qui est celui qui va nous contraindre à nous isoler de plus en plus parce qu'on n'a pas le courage, parce qu'on rencontre personne. Donc ça, c'est très important, je pense, de ne pas tomber dans ce risque de la solitude. Après, le thésard a certaines obligations aussi, notamment des obligations à l'égard de son laboratoire. Donc ça peut être pour moi enseigner, ça peut être également prendre part, je pense surtout à mes collègues du laboratoire qui organisent un colloque tous les ans. Donc organiser un colloque pour faire que le laboratoire puisse vivre. On a aussi, ce n'est pas une obligation contractuelle, mais une obligation un petit peu morale, cette obligation de publier des articles, en tout cas d'essayer de faire vivre la recherche, de faire un petit peu connaître notre laboratoire et d'accroître notre CV, de le rendre plus intéressant, surtout dans le cadre d'une éventuelle carrière universitaire. Donc ça, c'est le quotidien du thésard. Ça peut arriver au bout d'un temps assez long, en plus au bout de 3 ans, 4 ans, certains vont se rendre compte que soit ça ne leur convient pas, soit qu'ils ne voient pas le bout de leur sujet et progressivement il y a une sorte de, je dirais pas de déprime et de lassitude qui s'installe et la thèse peut vraiment être un objet qui va dégoûter à force. On en a marre de se replonger toujours dans le même sujet et de voir ça qui traîne. C'est pour ça que je pense que c'est d'autant plus important de considérer qu'on est dans le cadre, même si on n'a pas de contrat doctoral, d'un contrat de travail et qu'il faut absolument se forcer à avancer vite et bien du lever au coucher pour ne pas s'enliser progressivement dans ses recherches. Et donc oui, ça arrive, et je crois que ça arrive beaucoup plus en sciences humaines qu'en sciences dures. Peut-être que ça a à voir avec les financements ou pas, hein, les activités professionnelles qu'on doit avoir à côté ou non. Donc en tout cas, c'est un vrai sujet à creuser ça, mais ça arrive. C'est arrivé l'année dernière dans notre laboratoire, et je peux en témoigner, c'est une expérience difficile pour le directeur de thèse qui se demande forcément à un moment ce qu'il a raté ou ce qu'il n'a pas raté dans le cadre de l'accompagnement du thésard. C'est difficile pour le thésard, j'imagine, de se dire que voilà, j'ai passé 3 ans, 4 ans sur un sujet et j'en vois pas le bout et ça ne m'épanouit pas, il faut que j'arrête. Donc j'imagine que ça doit être une étape qui est délicate à accepter, une page à tourner qui doit être difficile. Mais donc oui, ça arrive, c'est pas rare et je pense que lorsque ça arrive, c'est une étape qui est douloureuse pour le directeur, pour celui qui abandonne et qui fait aussi un certain nombre de dégâts collatéraux, le terme est très fort, mais en tout cas qui pousse à l'introspection dans les membres de l'équipe avec cette crainte aussi qu'on a tous de se dire qu'on n'en va pas en voir la ligne d'arrivée et qu'on va peut-être arrêter. Et ça, c'est vraiment des choses qui arrivent et qui arrivent, j'insiste, beaucoup plus en sciences humaines. L'avantage d'un doctorat en droit, je pense par rapport à un doctorat qu'on pourrait faire dans d'autres sciences humaines, par exemple l'anthropo, etc., c'est qu'on a un certain nombre de débouchés qui existent au-delà de la carrière universitaire ou au-delà de la recherche. C'est quand même quelque chose à savoir avant de s'inscrire en thèse et c'est une chose qui est positive. Un docteur en droit a des passerelles qui sont multiples. Après, ces passerelles et la manière dont on va utiliser le doctorat pour s'insérer dans la vie professionnelle ou dans la vie universitaire dépendent véritablement de votre parcours, de votre projet professionnel et aussi de ce que vous avez envie de faire. Je vais parler d'abord de mon cas. Moi, j'ai un projet qui est tourné vers la recherche et à ce titre, donc,
Si on a un projet qui est tourné vers la recherche, il va falloir qu'on ait un doctorat qui s'y prête, un sujet qui puisse avoir un attrait pour l'université plutôt que pour l'entreprise. Et ce sujet, il faut qu'il soit doublé d'un certain nombre d'enseignements donnés à l'université qui vont favoriser donc votre dossier lorsqu'il sera examiné à terme par des universités pour vous recruter. Et c'est également la nécessité, en tout cas vivement encouragé, de pouvoir prendre part à des colloques, de pouvoir publier des articles dans des revues à caractère scientifique afin de montrer qu'au-delà de notre thèse, on est capable en tant que chercheur de se mobiliser sur d'autres sujets, de soumettre notre travail à des comités scientifiques qui vont l'évaluer et le trouver suffisamment pertinent pour le publier au-delà de notre, on pourrait dire notre zone de confort, c'est-à-dire au-delà de notre laboratoire. Donc pour ceux qui ont un projet tourné vers la recherche et vers l'université, c'est un projet qui doit être mûri en amont, dès l'inscription au doctorat, voire même avant, avec un sujet pertinent pour l'université, avec également des publications, des contributions qui vont pouvoir étoffer votre CV afin de rendre votre dossier plus attrayant, à la condition première que votre thèse soit toujours bien sûr d'une très grande qualité. Mais donc, dans cette hypothèse-là, après, le parcours est encore long pour le docteur, puisqu'une fois qu'on est docteur, on ne peut pas être nommé maître de conférence directement. C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Une fois qu'on est docteur, il faut représenter sa thèse à un examen devant le Conseil national des universités, qui va, ce qu'on appelle, donc vous donner, ou ne pas vous donner, le cas échéant, donc vous donner une qualification. Et c'est avec cette qualification que vous allez pouvoir postuler dans toutes les universités de France au poste ouvert pour un maître de conférence en droit public pour moi en ce qui me concerne. Donc c'est pas énorme, il n'y a pas énormément de place et il n'est pas rare que le CNU refuse de qualifier un candidat qui est pourtant docteur en droit. Je n'ai pas de statistiques en tête, mais c'est une probabilité qui arrive et qui arrive dans des grandes proportions. Donc voilà, et une fois qu'on est maître de conférence, on pourra éventuellement tenter l'agrégation, mais rien n'empêche pour un docteur de tenter directement l'agrégation sans être qualifié par le Conseil national des universités. Un docteur agrégé sera forcément nommé professeur des universités. Donc ça, c'est le parcours pour ceux qui s'orientent vers la recherche, en sachant qu'il faut avoir un plan B, parce qu'un doctorat en droit ne vous donnera pas la possibilité forcément, et ne me la donnera pas non plus d'ailleurs, d'être nommé maître de conférence. Donc après, il y a des hypothèses où un doctorat va vous ouvrir des portes, que vous soyez un chercheur qui n'ait pas pu avoir une place donc dans le monde universitaire, ou que vous soyez un chercheur qui avait un projet résolument tourné vers la vie professionnelle, il y a de nombreuses passerelles. Donc l'une des plus connues, c'est bien sûr la possibilité de se dispenser de l'examen d'entrée au CRFPA pour pouvoir intégrer directement l'école d'avocat. Vous devrez faire vos 18 mois de formation et passer donc les examens de sortie. Mais donc vous êtes dispensé du concours d'entrée, sachant que c'est quand même l'examen le plus sélectif. On dit d'ailleurs c'est un examen d'entrée et pas un concours, vous êtes dispensé de l'examen d'entrée mais pas de l'examen de sortie. Il y a des passerelles moins connues, donc pour la magistrature par exemple, ces passerelles existent avec 2 masters en droit et un doctorat. Il va être possible de soumettre son dossier auprès du tribunal dans le ressort duquel on habite pour que la juridiction l'examine et le cas échéant vous intègre à l'École nationale de la magistrature en tant donc, je crois que le statut c'est auditeur de justice, où vous serez donc un élève rémunéré pendant votre formation comme un élève normal de l'École nationale de la magistrature. C'est une passerelle méconnue, mais c'est quand même une passerelle qui est intéressante. Une réforme récente dont on attend encore toutes les conséquences sera éventuellement la possibilité de passer le concours de l'ENA comme étant, je ne sais plus si c'est le concours interne ou le 3e concours. En tout cas, il sera possible pour les docteurs qui ont travaillé pendant 4 ans, donc c'est-à-dire 3 ans de contrat doctoral plus 1 an d'ATERA, de passer donc un concours où il y a moins de candidats pour l'ENA, parce qu'il me semble que ce sera donc le concours interne. Et bien évidemment, les docteurs ont une place dans l'entreprise, même si ce n'est pas encore valorisé, ça va dépendre vraiment de votre spécialité. Ils ont une place dans l'entreprise, mais la plupart des docteurs se tourneront donc plus volontiers vers les cabinets d'avocats où ils disposent quand même d'un véritable prestige, ou les cabinets de conseil, ce qui est quand même une gage pour le cabinet d'une certaine expertise, une capacité de recherche et qui pourrait être utilement valorisée. Je pense que l'essentiel, c'est bien sûr de ne pas perdre trop de temps en doctorat pour pouvoir rester employable et ne pas rentrer dans la vie active à 35, 40 ans, le cas échéant, je caricature, mais passer la trentaine sera toujours plus délicat, je pense, à mon sens. Donc voilà pour les passerelles du doctorat, il y en a, et elles sont en tout cas de plus en plus valorisées par les gouvernements successifs qui ont conscience du fait qu'il faut rendre la recherche en France plus attractive, et ça c'est mon point de vue, parce que je pense que j'ai vu beaucoup de mes camarades en master qui étaient de bien meilleurs juristes que moi, et qui hésitaient avec l'idée de faire une thèse, refuser
en se disant qu'au final, ce ne serait pas valorisé pour eux dans leur carrière. Et notamment, je pense à mes amis affairistes qui se disaient l'idéal pour moi après mon M2, c'est d'aller faire un LLM. Je le fais en Angleterre et je suis sûr d'avoir du boulot en sortant. Et je vous assure que ces gens-là étaient sans doute et sont toujours de bien meilleurs juristes que moi. Donc il y a aussi un véritable enjeu pour l'université et enfin, pour les gouvernements qui vont succéder à pouvoir véritablement valoriser la recherche pour pouvoir attirer toujours plus de juristes d'excellent niveau. Et je pense que ce sera un cercle vertueux, les passerelles seront d'autant plus efficaces qu'on aura de très bons juristes qui ne seront pas apeurés du doctorat, donc par le doctorat et par son absence de débouchés. Il faudrait peut-être un truc que je peux ajouter aussi pour ceux qui veulent faire un doctorat pour aller en entreprise, c'est trouver un sujet qui soit porteur pour l'entreprise ou pour le marché. Un sujet comme le mien, très orienté théorie de l'État, a beaucoup moins d'employabilité qu'un sujet très concret, je ne sais pas, par exemple en droit des marchés ou en droit du travail sur des points très stratégiques qui vont intéresser les employeurs. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener dès le sujet, enfin dès la définition du sujet, afin de voir si votre projet professionnel est vraiment orienté vers la recherche, s'il est mixte, si vous dites l'entreprise pourquoi pas mais pas que, ou si au contraire il est vraiment tourné vers un projet professionnel et vous aviez envie de faire un doctorat parce que c'était votre droit, c'est épanouissant, c'est un diplôme qui intéresse. Et dans ce cas-là, il faudra penser à ce sujet-là aussi en fonction de votre orientation. Non, aucune chance. L'an prochain, je soutiendrai ma thèse si j'ai de la chance, donc pendant ma 3e année de doctorat, si tout se passe comme prévu. Et après, donc, vu que c'est un processus long, si je soutiens à terme, l'année suivante, je ne serai peut-être toujours pas maître de conférence, il faudra attendre 2 ans, vers la trentaine, quoi. Merci.